patients ils sont un peu en situation d'errance médicale. C'est-à-dire qu'ils vont voir un médecin, peut-être plusieurs médecins, et les réponses qu'ils reçoivent sont parfois décevantes parce que la connaissance n'est pas là. Et donc, ils vont potentiellement essayer de plusieurs traitements qui sont parfois très coûteux, parce qu'en plus, c'est pas couvert la plupart du temps par la sécurité sociale, et ils vont essayer, à leur propre coût, 5-10 traitements et sans avoir potentiellement de soulagement à la fin, et ça, enfin, ça coûte énormément à tout le monde. Bonsoir Robin, Bonsoir Claire, comment ça va? très bien et vous? Bah, très bien. Je suis très, très contente de vous accueillir ce soir. Merci et merci de m'accueillir, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ah, je m'attendais pas à ça. Merci. Je suis un peu Non, si, stressée, c'est vrai. ça. Mais moi aussi, j'aime beaucoup ce que vous faites, vraiment. Alors, COPD, donc je l'ai parcouru, je l'ai testé un petit peu. Bon, évidemment, moi, j'en ai plus besoin, mais je la trouve vraiment très, très bien faite et ça promet énormément. Voilà, donc on va en discuter plus amplement ce soir. Vous allez pouvoir expliquer un petit peu tout ça. Merci. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis, un peu longue date maintenant. C'est tout un cheminement, sur lequel on pourra peut-être sûrement revenir. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, ça répond à un vrai problème, pour les patients et pour la science, et pour le système de santé. Donc, là-dessus, on essaye de faire de notre mieux. Et c'est quoi le problème auquel ça répond, du coup? Bah, on va dire, c'est l'hétérogénéité de l'acouphène. Le fait qu'il y a un seul mot, et en fait, derrière, il y a une multitude de réalités qui sont vécues par les patients. L'acouphène, c'est hétérogène en termes de cause, hétérogène en termes de manifestation, hétérogène en termes de ressenti, par le patient. Et du coup, derrière, à vrai dire, même côté scientifique, il y a plusieurs mécanismes physiopathologiques qui sont différents. Il y a vraiment des choses qui sont peut-être abîmées dans l'organisme, qui sont différentes en fonction des gens. Et on met un seul mot pour décrire toute cette variété de choses. C'est un peu comme, finalement, je sais pas, moi je donne souvent l'exemple des céphalées, de la migraine. On peut avoir mal à la tête parce qu'on a pris peut-être une soirée arrosée la veille, ou peut-être parce qu'on a une méningite, et c'est pas du tout le même traitement. Pour les acouphènes, c'est un peu pareil. Enfin, tout le monde n'est pas pareil, et il faut pas forcément les prendre en charge de la même manière. Et, et en fait, l'effort qui est de dire on va réussir à trouver peut-être un traitement qui va marcher pour absolument tout le monde, eh bien, peut-être que c'est pas forcément la bonne solution. Peut-être qu'il faut justement chercher à trouver quel traitement correspond le mieux aux besoins de chacun des besoins des patients un peu plus individuellement. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'adresser. Si je vais un tout petit peu plus loin quand même, c'est-à-dire que côté scientifique, actuellement, on ne sait pas encore combien de sous-types d'acouphènes il existe, combien est-ce qu'il y a de groupes homogènes de patients différents, plus fondamentalement, combien de mécanismes physiopathologiques existent différents. Et du côté des patients, en fait, eh bien, comme effectivement les scientifiques ne savent pas trop combien de catégories il y a, en médecine, malheureusement pas beaucoup, beaucoup mieux. Et la conséquence de cela, c'est que même au meilleur de leurs compétences, les médecins ne sont pas forcément totalement en capacité, ou parfois en connaissance, de savoir orienter les patients le plus efficacement possible. Pas dans tous les cas. Il existe des cas, bien heureusement, sur lesquels on a fait où les connaissances sont solides, et les médecins savent extrêmement bien gérer la situation et orienter les patients comme il le faut. Mais il y a de nombreux cas où, en fait, des questions sont toujours en attente de réponse. Et comme justement ces questions sont en attente de réponse, les patients ils sont un peu en situation d'errance médicale. C'est-à-dire qu'ils vont voir un médecin, peut-être plusieurs médecins, et les réponses qu'ils reçoivent sont parfois décevantes parce que la connaissance n'est pas là. Et donc, ils vont potentiellement essayer de plusieurs traitements qui sont parfois très coûteux, parce qu'en plus, c'est pas couvert la plupart du temps par la sécurité sociale, et ils vont essayer, à leur propre coût, 5-10 traitements, et sans avoir potentiellement de soulagement à la fin, et ça, enfin, ça coûte énormément à tout le monde. Et voilà, on essaie de combattre ça pour améliorer la situation des patients. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait,
le problème, c'est le fait que finalement, les acouphènes, ça recoupe beaucoup de conditions et de symptômes et finalement d'origines différentes, c'est ça? Et que essayer de trouver une solution commune à tout ça, bah, c'est pas la solution finalement, c'est ça que vous êtes en train de dire. Je ne pense pas, ça paraît difficile qu'on arrivera à trouver des solutions, on va dire, notamment curatives, qui marcheront dans tous les cas. Je pense Mmh. qu'effectivement, si un jour la recherche avance suffisamment bien pour trouver des solutions curatives qui font disparaître l'acouphène, eh bien, il y en aura, à mon avis, plusieurs dans les différents cas. Déjà, c'est ce qu'on peut voir. Par exemple, il y a les acouphènes qu'on appelle les acouphènes pulsatiles. Donc, c'est des personnes qui vont entendre un bruit qui est rythmé par le cœur. Donc, ça fait psh, psh, psh. Ces personnes-là, souvent, c'est qu'ils ont un problème qui est d'origine veineuse ou artérielle. Et la prise en charge qui est adaptée, c'est potentiellement d'avoir une intervention en neuroradiologie où on va poser un stent dans des vaisseaux sanguins au niveau de l'oreille ou au niveau du cerveau et qui va effectivement fluidifier, on va dire, mieux organiser la répartition du sang dans les différents vaisseaux et qui va permettre du coup de ne plus avoir cette perception. Et les gens qui se réveillent de telles interventions, quand c'est approprié à leurs besoins, ils n'ont potentiellement plus de bruit. Et ça, en fait, j'aimerais que ce soit évidemment possible pour beaucoup plus de gens encore. Mais voilà, c'est un problème spécifique dont on comprend vraiment physiologiquement l'origine, on peut apporter une solution précisément efficace. Mais bon, là, c'est un exemple parmi malheureusement l'ensemble de la zoologie qui peut exister. Et là-dessus, il y a du travail à faire pour voir, savoir combien d'animaux il y a dans le zoo. Euh, et ensuite de savoir comment bien s'occuper de chacun d'eux. Voilà. Mais bah, du coup, pour poursuivre un peu là-dessus, c'est-à-dire que actuellement, donc, il existe des prises en charge qui sont faites et ce qu'on constate, c'est que les patients n'ont pas forcément des indicateurs forts sur qu'est-ce que c'est la meilleure prise en charge ou les meilleures prises en charge qui vont le plus significativement les aider parmi ce qui existe, sachant qu'effectivement, ce qui existe est toujours perfectible, est toujours améliorable. Il y a peut-être, c'est pas encore potentiellement suffisamment satisfaisant. Mais sur ce qui existe, est-ce qu'on ne peut pas faire de sorte que actuellement quelqu'un qui essaye 10 choses différentes et qui du coup doit mettre son portefeuille comme une grande somme d'argent, est-ce qu'on ne peut pas faire de sorte à ce qu'il essaye 3 ou 4 choses seulement et que ça aille déjà aussi bien que si on essayait 10 ou même encore mieux? Si déjà ça, on est capable de le faire, eh bien, je considère qu'on a fait un très bon travail et que ça a aidé la société et que ça a aidé les patients. Voilà. C'est le but de Siopi. Ouais. OK, et ça marche comment d'ailleurs, Siopi? Bah, l'idée, c'est une application qui est gratuite, c'est une application smartphone. On peut la télécharger sur les iPhones et sur Android. Et quand on l'installe, on remplit un questionnaire qui est un questionnaire médical. Ce sont des données de santé à caractère personnel, donc il y a une question de protection de ces données-là dans un cadre réglementaire que nous veillons à respecter de manière stricte. On les stocke sur les hébergeurs de santé agréés, etc. Ce questionnaire, on l'a créé avec des médecins et des chercheurs pour qu'ils capturent en fait la symptomatologie, le profil de symptômes du patient. Et quand le questionnaire est rempli, le patient arrive sur la plateforme en tant que telle, l'application, et sur laquelle c'est vraiment une communauté d'entraide. Il va pouvoir retrouver tous les patients qui sont sur cette communauté, et il va pouvoir trouver ceux de la communauté qui ont les symptômes les plus proches des siens. Ils vont pouvoir trouver les gens qui ont vraiment les mêmes acouphènes que vous. Enfin, vous allez pouvoir trouver les mêmes genres d'acouphènes que exactement la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ces autres personnes qui ont la même chose que vous ont essayé et qui a le mieux marché pour justement aller mieux, se soulager. Et, euh, et donc ça, c'est déjà, enfin, mettre en connexion de personne à personne pour s'entraider, je trouve, c'est quelque chose qu'il faut faire pour pouvoir faire avancer les choses. Mais aussi, on allait un peu plus loin. On a répertorié, d'après les témoignages des patients sur qu'est-ce qu'ils ont essayé comme prise en charge et qu'est-ce qu'ils ont pensé, on a répertorié l'ensemble des prises en charge que les patients ont essayé. Et ainsi, sur chacune des prises en charge qui a été répertoriée, le patient peut se renseigner spécifiquement sur qu'est-ce que les patients en ont pensé et surtout, qu'est-ce que les patients qui ont vraiment la même chose qu'eux en ont pensé. Il peut se renseigner ainsi sur n'importe quelle prise en charge qu'il voudrait bien essayer.
D'accord. Voilà, Donc si je comprends bien, on se connecte, on remplit un questionnaire et en fait, ce questionnaire va permettre de recouper les informations sur nos propres symptômes et ensuite va nous faire matcher avec des personnes qui ont les mêmes symptômes que nous et du coup pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont testé, qu'est-ce qui a fonctionné et c'est ça? OK. exactement. Donc Exactement. c'est vrai que c'est super chouette. Voilà et en plus, du coup, c'est quelque chose d'actif, en fait. C'est tout le temps en train d'évoluer, en train de rajouter des nouvelles prises en charge au fur et à mesure que les gens font des témoignages, et toutes les nouveautés sont recensées. On essaie de garder aussi, la communauté active, en toutes les nouvelles, en fait. Par exemple, dès qu'il y a un protocole de recherche qui sort en France, on contacte systématiquement les personnes pour leur dire: «Bah, voilà, vous pouvez participer, vous pouvez faire avancer la recherche». Parce qu'effectivement, un autre aspect de ce projet, c'est qu'on veut faire avancer la recherche du domaine et justement sur cette question de l'hétérogénéité des acouphènes. Savoir en fait enfin quels sont ces différents quels sont, on va dire, tous les types d'acouphènes. Alors, c'est un mot qui on va dire que qui est un peu une simplification. On dit en général dans le domaine scientifique, c'est voilà, on veut créer des groupes homogènes de patients pour notamment avoir des bonnes populations à cibler, pour tester de nouveaux traitements. Pour que la recherche clinique soit plus efficace et plus, on va dire, focus sur des groupes de patients pour pouvoir les aider. Et en fait, les données qui sont récoltées sur Shopee, on a une charte éthique, on a fixé des règles et elles ne vont pas être revendues pour des intérêts privés, elles ne peuvent être mises à profit que pour des intérêts de recherche publique et ils vont servir justement à faire avancer cette recherche épidémiologique au niveau français, mais aussi au niveau européen, comme on discute avec plusieurs interlocuteurs, notamment la Tinnitus Database, pour justement faire avancer la recherche épidémiologique. Ce que je voulais aussi rajouter qui me semble très important, c'est que Shopee n'est pas et ne sera jamais quelque chose qui cherche à remplacer le travail essentiel que font les médecins ORL et les médecins généralistes, bien sûr, pour la prise en charge des acouphènes. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix, quand on a des acouphènes, aller consulter directement et en première intention un médecin, un professionnel de santé. Et ça, en fait, ça permet de manière très essentielle de repérer s'il y a quelque chose sur lequel on peut agir directement, qui est diagnosticable, ou peut-être quelque chose qui est grave et sur lequel il faut agir impérativement. Donc ça, c'est hyper important. C'est pour des personnes justement qui ont déjà potentiellement exclu ces causes qui sont potentiellement curables ou qui sont des choses qui sont graves et qui doivent être surveillées par des professionnels de santé, que c'est là que potentiellement il devient utile de regarder des outils tels que Shopee pour justement voir parmi les prises en charge qui sont existantes pour les acouphènes subjectifs, eh bien, qu'est-ce qui peut effectivement aider au mieux. Mais bon, voilà, et je pense que c'est important de le marteler. Et il ne faut pas passer à côté de la case du parcours de soins classique. Il faut aller voir un ORL pour pouvoir justement être sûr que tout va bien. Pardon, non, tout ne va pas bien, mais qu'il n'y a pas forcément des choses qui sont décisives à repérer et à diagnostiquer et ensuite à prendre en charge. Le but, c'est pas de vous faire peur parce que ça reste des cas rares, mais enfin, voilà, il peut y avoir des cancers, il peut y avoir des choses vraiment potentiellement très graves. Et enfin, vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté de ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est la première case, c'est l'ORL avant toute autre intervention. C'est quand même très intéressant pour les gens qui ont des acouphènes de savoir qu'il y a quand même beaucoup de recherche qui se fait dessus. C'est exactement ce qu'on disait hier, que finalement, il y en a depuis les années 70, donc ça remonte déjà à un petit moment, et on découvre vraiment qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur les acouphènes ou même sur l'hyperacousie, sur toutes ces choses-là, et savoir effectivement que c'est centralisé et permettre aux gens de pouvoir participer, enfin, c'est énorme, quoi. Ah, même plus loin que les années 70, ça, vraiment, Ah oui. c'est-à-dire que oui, 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 bien sûr, enfin, je pense que j'ai même déjà parcouru des papiers qui étaient un peu plus vieux que ceux-là. Mais effectivement, il y a eu un énorme cheminement, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été accomplies. Enfin, c'est-à-dire que, bah, déjà pour décrire, on va dire les cas d'acouphènes que maintenant on considère comme des cas connus et qui ne sont plus finalement autant des problèmes qu'avant, bah, bon, je parlais des acouphènes pulsatifs, c'est une chose, mais comprendre ce que c'est la maladie de Ménière, comprendre, ce que c'est que le neurinome de l'acoustique, comprendre, le dysfonctionnement tubaire et qu'est-ce qu'on va faire peut-être dans certaines situations. Peut-être des choses tellement plus basiques comme comprendre ce que c'est qu'un bouchon de chair humaine, les problématiques de l'oreille moyenne, intervenir en chirurgie sur l'autospongiose, être capable de faire des prothèses de titane qui vont pouvoir remplacer, cela durant toute la vie d'un individu. Ça, ce sont des choses qui sont des progrès et qui arrivent petit à petit. Les techniques s'améliorent, mais
il reste énormément à faire, en fait, sur le domaine de l'acouphène. Si on pense à d'autres, enfin, on va dire qu'il y a quand même un grand pourcentage, presque une majorité, des patients sur lesquels, en fait, on n'a pas forcément encore toutes les réponses. On a beaucoup d'hypothèses, mais on n'a pas suffisamment de réponses claires sur qu'est-ce qui sont vraiment les choses qu'il faut chercher à améliorer ou à guérir chez ces individus. Quelle est la cause de leur acouphène et comment agir dessus de manière la plus efficace possible. Ça, c'est sur le point de vue vraiment terre à terre, physiologique. Mais ça, voilà, c'est peut-être mon côté clinicien enfin le côté recherche clinique, pardon, qui parle beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'il faut quand même séparer deux choses. Il y a le percept de l'acouphène, cette perception sonore, et il y a le ressenti de l'acouphène. C'est-à-dire qu'une personne, enfin, il y a des personnes qui ont des acouphènes, et ils les ont, ils les entendent, mais ça ne pose aucun problème. Et il y a des personnes, soit ça ne pose plus de problème, parce qu'on va dire qu'ils se sont habitués, et ça, on va en parler, c'est vraiment une dimension qui est hyper... Enfin, bref, c'est ce qu'il faut chercher à avoir. Il y a ceux, en fait, qui ont eu qui ont des acouphènes, et ils l'ont eu peut-être toute leur vie, ou peut-être à partir d'un moment donné, et ça ne leur pose aucun problème. Et donc, c'est vraiment différent, le son et comment on le vit. Et finalement, de ce dont je parle, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur peut-être faire disparaître le son avec du travail clinique. Mais il y a toute cette dimension de comment est-ce qu'on va faire pour mieux vivre avec. Et ça, c'est l'énorme dimension de la prise en charge du ressenti, du vécu de l'acouphène, et sur lequel aussi il y a on va dire une variété de prise en charge thérapeutique, et dans lequel vos efforts s'inscrivent, et justement qui est hyper importante, et qui actuellement est, à vrai dire, considérée comme la meilleure chose qu'on peut faire dans la majorité des cas. Et donc, C'est il importante et faut qui qu'effectivement... va... Pardon. Non, je vous en prie. D'accord. Qui est importante et qui va... moi, je me rends bien compte avec mes coachés qui va tellement plus loin que les acouphènes. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on est capable de réaliser à quel point les perceptions vont dominer notre vie, et que finalement, on est capable de jouer sur ces perceptions, et ben, en fait, on va pouvoir faire ça dans plein de domaines de vie. C'est assez fascinant, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie, du coup, de vous occuper de ce cas des acouphènes? Parce que vous n'aviez pas d'acouphènes vous-même, à la base. C'est arrivé depuis. Euh, oui, donc ouais, au départ, j'étais quelqu'un qui était très passionné par les neurosciences, et j'avais envie de travailler dans ce domaine-là et de faire quelque chose qui serait profondément utile pour la société, qui aiderait vraiment des gens. Parce que, bon, dans le domaine des neurosciences, les personnes qui, peut-être comme moi, étudient le signal d'activité cérébrale, eh bien, ça a différentes, enfin, on peut en faire différents usages. Il y a des usages avant tout dans le domaine de la santé, finalement, ce qui m'a attiré le plus. Mais aussi, il y a des usages qui sont peut-être de contrôler la souris sur son PC par la pensée. Et ça, effectivement, il y a des gens qui travaillent dessus, et ça va peut-être améliorer les usages de l'ordinateur. Mais moi, dans ma conviction personnelle, je pensais que c'était peut-être un peu moins un besoin que essayer de guérir des gens qui sont dans la souffrance. Euh, donc, voilà, j'ai essayé de me concentrer là-dessus. Après, pourquoi les acouphènes? Eh bien, c'est un cheminement successif. C'est que j'ai eu la chance de faire un échange universitaire à Berkeley, dans lequel j'ai travaillé avec un laboratoire de recherche, et où on travaillait sur des capteurs qui mesurent l'activité cérébrale, mais depuis le conduit auditif. En fait, c'est un peu comme si vous imaginez que l'embout d'un écouteur un peu flexible, eh bien, ça va être finalement quelque chose qui va aussi être un capteur, et qui va pouvoir mesurer en fait le potentiel électrique au niveau du conduit auditif, et qui va pouvoir du coup donner des informations sur l'état du cerveau, et peut-être l'état aussi de l'oreille. Quel type Donc, d'information? c'est du signal électrique, mais c'est ce qu'on appelle le signal EEG, ou plutôt, en fait, aussi, si c'est du signal qui vient de l'oreille, ça peut être aussi de l'électrocochléographie. Ça permet quoi concrètement, du coup? Ça permet de diagnostiquer en fait la santé du système auditif. Voilà. C'est peut-être D'accord. la meilleure réponse la plus claire. Il y a des examens qui sont faits aujourd'hui qui permettent physiologiquement de voir est-ce que le signal transmis par l'oreille transite bien vers le cerveau. Est-ce que effectivement, aux différentes étapes,
je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, mais vous allez voir si ça va être d'autant plus clair, je pense. L'information auditive, elle est transformée en format de signal électrique par les neurones au niveau de la cochlée. C'est au niveau des cellules ciliées, ça se transforme ensuite par les synapses qui sont attachées en bas des cellules ciliées internes vers le nerf auditif en signal électrique. Et le signal ensuite transite sur le nerf auditif, il arrive dans le tronc cérébral au niveau des noyaux cochléaires, puis après ça passe aux olives supérieures, etc., jusqu'à la fin arriver au cortex auditif. Et en fait, il y a une propagation de ce signal qu'on peut surveiller en faisant justement des stimulus sonores et en mesurant en même temps, ce qu'on appelle les potentiels évoqués auditifs, PEA. On fait cet examen dans l'hôpital depuis un bout de temps et on les fait sur les nouveau-nés d'ailleurs pour voir quand un nouveau-né peut être un problème de surdité. C'est Ah, un wow. examen standard et très important. Du coup, on sait à quel niveau se situe le problème. On est capable de dire à quel moment On a quelques indices indirects, ça nous donne des bons éléments pour aller plus loin, mais au moins ça nous détecte qu'il y a peut-être quelque chose qui peut poser problème. Et dans certaines circonstances, avant tout, il faudrait aller plus dans le détail pour dire comment est-ce qu'actuellement les cliniciens s'en servent. Mais ce genre de sujet, donc là je suis allé très loin, mais ça a fait que je suis rentré dans les neurosciences de l'audition avec ces fameux capteurs. Et là, j'ai pu rencontrer des ORL, j'ai pu interagir, et notamment celui qui m'a fait un énorme accueil, qui est devenu mon mentor ensuite, c'est le docteur Alain Londero à Paris, qui est effectivement un ORL spécialisé sur l'acouphène. En fait, voilà, il m'a un peu emmené là-dessus. Et mon premier projet, ça a été un projet qui a été pour essayer de développer justement une prise en charge, un nouveau potentiel traitement pour l'acouphène. On a tenté, avec une étude clinique, de faire une technique qui s'appelle le neurofeedback, donc qui s'appuyait justement sur des mesures d'activité cérébrale. Donc, c'est en alignement avec les compétences que j'ai pu développer. Il y avait quand même des éléments d'évidence scientifique qui nous disaient que ça valait pas seulement le coup, parce qu'il y avait eu plusieurs études auparavant qui avaient déjà mis en pratique ce protocole-là, cette technique, et qui avaient eu des bons résultats. Donc on s'est dit, on va essayer de faire la même chose, et on va aller Oui. un peu plus loin. Oui, Pardon, on peut je vous en prie. expliquer vite fait ce que c'est que le neurofeedback pour les gens qui ne connaissent pas. Bien sûr. Du coup, donc c'est à nouveau avec un casque qui mesure l'activité cérébrale, un casque EEG. Donc c'est un truc passif, hein. Ça ne fait que mesurer ce qui se passe, mais ça ne va pas interférer avec ce qui se passe à l'intérieur, hein. Donc on mesure l'activité cérébrale et on est capable d'extraire un peu l'information qui vient de la partie du cerveau qui s'occupe de l'audition, donc les cortex auditifs. Et cette activité-là, on l'a su en temps réel. Et dans la littérature scientifique, des papiers qui datent de 2005 nous disaient qu'il semblerait que chez les patients qui ont des acouphènes, les activités cérébrales à ces endroits-là sont un peu différentes des populations de gens qui n'ont pas d'acouphènes. Et donc, à partir de là, le but, c'était, bon, si on sait ce que c'est l'activité cérébrale des personnes qui ont des acouphènes, et si on sait ce que c'est l'activité cérébrale dans ces zones-là des personnes qui n'ont pas d'acouphènes, est-ce qu'on ne peut pas les entraîner par des exercices à arriver à rejoindre cette activité cérébrale de la population qui n'a pas d'acouphènes? Et donc, la façon assez directe de le faire, c'est on mesure cette activité, on la rend accessible sous un format visuel à un patient en temps réel. Il peut voir qu'est-ce qui se passe à une seconde de différé, hein. Ce n'est pas une caméra exactement en direct, mais à une seconde de différé, on peut voir en fait comment ça fonctionne au niveau des cortex auditifs, et on peut essayer différentes stratégies pour moduler, pour modifier cette activité de manière à s'entraîner à avoir l'activité qui, a priori, est considérée comme la normalité. Et le but, c'est de s'entraîner de manière répétée. On avait fait un protocole avec 10 séances d'une quarantaine de minutes. Et c'était ça qui cherchait à améliorer plastiquement le cerveau vers l'activité désirée. Bon, écoutez, si finalement aujourd'hui je ne fais plus ça, c'est parce que les résultats qu'on a pu obtenir en faisant cette étude clinique en bonne et due forme, étude clinique officielle, sur 28 patients, les résultats n'ont pas été suffisamment à la hauteur de nos espérances. Aujourd'hui, je considère que c'était une belle tentative, ça a été fait de manière droite, mais ce n'était pas suffisamment pertinent pour qu'on cherche à tout prix à le développer, à le déployer comme étant la solution pour les acouphènes. Il y a mieux à faire. Donc, au-delà de cette expérience, j'ai juste poursuivi en recherche sur les acouphènes. J'ai participé à plusieurs travaux différents, un autre travail aussi sur une prise en charge thérapeutique, d'autres travaux qui étaient plus sur mieux comprendre l'acouphène. Et en avançant sur cette compréhension successive de l'acouphène, je me suis rendu compte à quel point, justement, un problème crucial pour la science aujourd'hui, c'est vraiment cette hétérogénéité du symptôme qu'il faut résoudre pour pouvoir apporter des traitements thérapeutiques les plus efficaces possibles. Ça, c'était le côté science.
Mais ensuite, après, il y a eu le côté terrain. Et ben, je me suis lancé avec un cofondateur qui est Louis de ce projet, et qui, lui, avait eu lui-même une expérience personnelle par rapport à de l'errance médicale. Et, et en fait, on s'est dit, bon, voilà, ça, c'est nos problématiques côté scientifique, mais maintenant, quelles sont les problématiques du côté des patients, en fait? Et on a fait un travail de terrain où enfin, au jour d'aujourd'hui, sur l'ensemble du projet, quand on a lancé, on a échangé avec 180 personnes qui ont des acouphènes, et à chaque fois, on passe 1 heure avec pour discuter, pour comprendre exactement quels sont leurs problèmes, où est-ce que c'est difficile pour eux au quotidien. Et, euh, et au début, quand on s'est lancé là-dessus, on n'avait pas défini ce que ça allait être Siopi. On était pragmatique, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui aide le plus les patients, donc écoutons ce qui actuellement est leur plus grand besoin. Et quand on allait vers eux et qu'on a essayé d'évaluer quels étaient les problèmes les plus récurrents, les plus importants, c'est celui de l'errance médicale, du fait que le parcours médical actuellement est long et difficile et coûteux. C'est ça qui est ressorti le plus. Et agir dessus, et essayer effectivement de le raccourcir, d'être plus efficace là-dessus, eh bien, c'est cette mission qu'on s'est donnée auprès des patients. Et le système qu'on a mis en place pour ce PI, c'est quelque chose qui va aider les patients dans ce sens-là et qui en même temps fait avancer la science. Je Voilà. précise juste pour ceux pour qui ce serait flou, l'errance médicale, c'est le fait d'aller d'abord consulter un ORL et puis ensuite d'aller voir un deuxième ORL et puis ensuite d'aller voir un thérapeute puis un autre thérapeute et en fait d'aller finalement de thérapie en thérapie avec les désillusions systématiques et puis le fait que ce soit très énergivore, que ça prend de l'argent, que ça prend du temps. Voilà, c'est un peu tous les problèmes qui se rapportent, j'imagine, à l'errance médicale. Je pense que c'est… Bien, vous avez parlé aussi de ces notions d'ascenseur émotionnel Oui. que ça apporte avec les patients et les praticiens et qui est très éprouvant à force, enfin, et qui s'ajoute, enfin, pour moi, ça aggrave la détresse. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a une souffrance et c'est un deuxième coup en plus, quoi. Et bref. D'où la nécessité, selon moi, en premier lieu, commencer à faire ces démarches pour essayer d'accepter les acouphènes. Parce que j'ai connu ça, hein. Moi, l'errance médicale, tout ça, ça fait partie des choses que j'ai vécues. Et c'est vrai que si j'avais eu les outils au début pour commencer par déjà rien pouvoir soulager la douleur, décharger de tout cet aspect émotionnel, la peur, tout ce que ça engendre, déjà, ça facilite les démarches après pour aller vers des solutions parce qu'on n'a plus une telle pression sur le fait de trouver une solution. On se dit, bon, bah, c'est bon, je les gère. Maintenant, je vais quand même essayer de les baisser parce que c'est plus confortable si on les baisse. Ah, je voudrais juste aussi rajouter par rapport au fait, ben, là, j'ai dressé peut-être un portrait assez négatif finalement de la situation, mais je voudrais quand même surtout repréciser qu'il y a quand même aussi des belles initiatives, des belles choses qui sont faites. Tout à fait. On peut commencer par ce que vous êtes en train de faire vous-même, ce qui est un bon exemple. Mais aussi, moi, je voudrais saluer et je vais dire aussi que ben, on est partenaire officiel avec l'association de patients France Acouphènes, qui fait un Ah. travail formidable, qui soutient les patients et qui sont des bénévoles et qui vraiment, qui font un travail de terrain, de proximité, et on espère qu'effectivement, bah, notre action se conjugue avec la leur. Et par ailleurs aussi, on a potentiellement cette chance en France d'avoir quand même un réseau de praticiens qui prennent les acouphènes très au sérieux et qui essayent de faire leur mieux pour la prise en charge, qui sont le réseau de l'AFREPA. C'est une association de praticiens qui, effectivement, qui prennent en charge les acouphènes de manière multidisciplinaire. C'est-à-dire que, justement, il y a des équipes régionales où il y a un ORL qui est directement en lien avec plusieurs praticiens de différentes expertises et l'ORL justement travaille dans cette équipe à organiser pour que justement on ait moins cette errance médicale et que les patients soient le mieux orientés vers les praticiens qui sont les plus appropriés à leurs besoins. Donc ça, c'est des choses qui existent et qu'il faut encourager, et je suis très content que ça prenne du terrain. Mais il reste encore des déserts médicaux, et en fait notre projet, il a cette ambition qui n'est même pas seulement en France en fait. C'est-à-dire qu'à vrai dire, en France, grâce à la FREPA notamment, mais on n'est peut-être pas les plus à plaindre. J'ai échangé avec un patient qui était sud-africain. On a fait un échange par rapport à Supi, justement, parmi ces 180 entretiens. Et il me disait, bah, lui, il habite dans un vignoble, du coup, au nord de l'Afrique du Sud. Et pour aller voir un ORL, c'est 500 km de voiture. Ah. Euh, du coup, en fait, c'est pas par hasard qu'il va aller se déplacer, quoi. Il faut qu'il aille voir le bon ORL. Il faut que ce soit décisif, en fait, de faire ce déplacement. Donc, c'est là où c'est crucial, quand même, de rendre efficace le système de prise en charge.
Ouais. pour qu'il aille vraiment à l'endroit où ça va vraiment l'aider, en fonction de son besoin. Donc, pouvoir aider sous ce format-là d'application tout le monde, dès qu'effectivement il y a un smartphone et Internet, ce sont des conditions requises, eh bien, c'est un peu notre objectif. Ouais. On est pas mal suivi sur la chaîne en Afrique du Nord et j'ai des contacts souvent avec des gens qui viennent d'Algérie, de Maroc. C'est marrant, ça m'a surpris les premières fois en fait. Mais effectivement, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'en Afrique, il y a moins de présence en charge au niveau des acouphènes, je sais pas. Bah, je dirais simplement qu'en fait, la France est un petit pays et assez dense, en fait. La Terre est si vaste. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, les choses sont beaucoup plus éclatées, la densité de population est beaucoup inférieure. Du coup, bah, ça crée des déserts médicaux d'autant plus importants. Il y a des coachs aussi aux États-Unis, hein. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Il y a des coachs aussi. Bien entendu, bien J'ai- entendu. ouais. Pas assez. Bah, il y a aussi Frieder qui est allemand, mais qui finalement a choisi de faire son activité en anglais parce qu'effectivement, il y a tellement de demandes au niveau anglophone que finalement, il a préféré s'orienter vers quelque chose d'anglophone aussi. On a pu échanger avec Frieder justement euh, pour la même raison de pouvoir justement avancer sur ce point de l'hétérogénéité. Hier, on avait vu qu'il va y avoir une amélioration bientôt au niveau de Sciopi, au niveau de l'algorithme. Oui, bah, c'est une amélioration continue. On va dire que dans la façon dont on fait dont on rapproche les patients, bah, bon, je me réjouis de pouvoir dire que ben, prochainement, on va passer à une version, on va dire, plus performante de l'algorithme pour être plus. On va dire que actuellement, les personnes sont approchées vraiment par la plainte avant tout de quels sont leurs symptômes et quels sont effectivement où est-ce qu'il y a le plus de besoin de faire une prise en charge. Mais aller plus loin, c'est potentiellement de rapprocher des patients qui vont vraiment avoir la même façon de réagir aux prises en charge et au traitement. Pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que si effectivement l'objectif c'est de vous permettre de voir des témoignages d'autres personnes de la communauté, de voir ce qu'ils ont essayé et ce qui a le mieux marché pour soulager leurs symptômes, eh bien vous avez envie finalement de trouver la personne qui a essayé quelque chose que vous n'avez pas encore essayé et qui a eu forcément les meilleurs résultats et vous voulez avoir la garantie que, enfin, avoir l'espérance ou des éléments fiables par rapport à ça, que cette personne-là on va dire, a tendance à avoir les mêmes, à réagir de la même manière à cette prise en charge. Mm. Et c'est ça qu'on essaye d'améliorer au niveau de l'algorithme. C'est C'est rapprocher toujours des personnes dans cette logique d'entraide. Alors, je précise aussi, si vous avez déjà téléchargé Stiopi, du coup, depuis le début de l'interview, il faut un code de parrainage pour pouvoir aller dans l'application. Donc, on va le mettre sous la vidéo. Vous aurez et le lien et le code de parrainage. Comme ça, voilà. Ça, c'est dit. Il y a pas mal de gens aussi qui sont touchés par le problème de l'hyperacousie. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est prévu ou pris en charge par Stiopi. Bah, j'aimerais te dire absolument. C'est quand on télécharge l'application et qu'on répond au questionnaire, la deuxième question porte sur l'hyperacousie. Donc, c'est quelque chose clairement bon, qui, moi, me tient à cœur sur un plan de recherche parce que je considère que ben, aussi, c'est que des gens qui en souffrent sont très atteints et la qualité de vie est grandement atteinte. Et aussi, du coup, il y a beaucoup à faire aussi en termes de recherche sur cette question-là. Pour ce qui concerne l'hyperacousie, bon, l'état des connaissances, bon, peut-être que ce qu'il faut dire, c'est que toutes les personnes qui ont des acouphènes n'ont pas forcément l'hyperacousie, et toutes les personnes qui ont l'hyperacousie n'ont pas forcément des acouphènes. Mais c'est vrai qu'il y a une grande coprévalence, c'est-à-dire que les deux problèmes sont très souvent présents chez des individus. Et on a tendance à penser qu'ils ont potentiellement des mécanismes physiopathologiques en commun, dans une bonne partie des cas au moins. Et donc, voilà, la recherche sur l'un et sur l'autre sont souvent conjointes. Et donc, c'est nécessaire de prendre en compte cette dimension-là, ne serait-ce que pour prendre en charge les acouphènes. Donc, on avait évoqué aussi dans le cadre de l'hyperacousie, effectivement, toutes les solutions à base de TRT, de musicothérapie. Vous vouliez en parler un petit peu?
Oui, disons que je suis pas aussi, j'ai pas eu le temps d'investiguer la question de l'hyperacousie aussi profondément que Cécile Acouphène sur le plan scientifique, mais quand on lit des revues récentes sur l'hyperacousie, eh bien, on voit qu'il y a quand même un degré d'évidence sur l'hyperacousie, sur les prises en charge qui sont de nature sonore. On a effectivement qui peuvent effectivement être diverses dans leur forme précise. On entend parler de la TRT, Tinnitus Retraining Therapy, on entend parler de la musicothérapie, on entend parler des thérapies d'enrichissement sonore, mais qui effectivement sont sur un support effectivement de réhabituation, de rééducation au son. Eh bien, ça ce sont des prises en charge qui semblent, dans le cas de l'hyperacousie, d'être au global celles qui font le plus de promesses et qui ont, sur les échantillons et sur la recherche qui a été faite, prouver des effets qui sont non négligeables, hein, et que du coup, je pense qu'il faut recommander. Alors effectivement, bon, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a sauvée entre guillemets même des acouphènes, hein, à l'époque et puis de l'hyperacousie. Et clairement, donc pour moi, ça a été extrêmement efficace et j'ai pu remarquer que c'était efficace chez quand même pas mal de gens, même s'il reste quand même une proportion de personnes chez qui, c'est sans efficacité. Quand j'étais à Sound Therapy International, ils avaient dit qu'il y avait 60 de cas d'amélioration. Alors je ne sais pas si ça recoupe avec, vos chiffres? Alors, tout dépend si on dit que ça marche chez 60% des gens ou si ça marche en moyenne à 60% d'efficacité chez tout le monde. Ou non, Euh, 60 des gens, ils disaient. hmm. Ça, du coup, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas effectivement le pourcentage de personnes qui sont répondantes à ce traitement. Mais si on prend la revue de Damien Ponceau de 2015, on voit qu'il y a un effet sur l'ensemble des patients hyperacousiques qui peut-être n'est pas de 60%, mais qui est mieux que effectivement ne rien faire, quoi. Ouais. Donc à partir de là, on se dit c'est quelque chose qu'il est avisé de conseiller comme prise en charge thérapeutique pour effectivement en général l'hyperacousie. Le Après, ouais. est-ce qu'il existe une seule sorte d'hyperacousie? Et effectivement, est-ce qu'à nouveau on se retrouve pas sur cette problématique de l'hétérogénéité? Dans la même revue, on voit effectivement qu'au moins, d'après des éléments de littérature, eh bien, il y a au moins, on va dire, potentiellement deux sortes d'hyperacousie. Une hyperacousie, entre guillemets, assez pure, assez vraiment associée purement à l'audition, à la perte auditive ou à une certaine forme d'endommagement du système auditif, on va dire plutôt interne, et une forme d'hyperacousie qui est peut-être plus symptomatique de manière plus périphérique, au sens que ce serait l'oreille moyenne qui est atteinte. On parle parfois dans la littérature scientifique de syndrome du tenseur du tympan et qui du coup est plutôt associé à, on va dire, un cluster de symptômes qui est non seulement l'hyperacousie, mais souvent aussi du coup de l'otalgie, c'est-à-dire une douleur au niveau de l'oreille, des céphalées, des peut-être des problèmes d'équilibre qui peuvent se manifester de temps en temps. Donc on va dire, ce cluster de symptômes euh, a été caractérisé en médecine sous la forme de syndrome du tenseur du tympan, avec des observations aussi cliniques qui ont pu être faites. Donc, le fait qu'il existe plusieurs mécanismes à nouveau, même pour l'hyperacousie, peut peut-être nous laisser présager que la thérapie sonore va marcher d'autant mieux dans certains cas que dans d'autres. Là-dessus, malheureusement, je n'ai pas, à titre personnel, de connaissances sur quoi faire dans quelles circonstances. Mais voilà, c'est-à-dire que faut toujours pas forcément se dire qu'une solution pour tout le monde, c'est toujours la panacée. D'accord. Je précise juste aussi qu'il y a quelque chose d'important à comprendre à partir du moment où on a des acouphènes, où on fait de l'hyperacousie, c'est que, il y a quand même une fragilité. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de l'oreille, mais en tout cas, il y a quand même un terrain qui est là et de rester vigilant, même si vous trouvez une solution qui va permettre de calmer vos acouphènes ou calmer votre hyperacousie, c'est de rester vigilant, de continuer à porter des bouchons quand vous vous exposez au bruit parce qu'en fait, ça peut revenir très vite. Enfin, moi, c'est mon expérience personnelle, hein. Moi, la musicothérapie, elle m'a sauvée, il y a quelques années, comme je le disais mais par contre, il y a 3 ans, j'ai fait une rechute et ça a été vraiment une claque de me retrouver à nouveau face aux acouphènes parce que je m'en pensais tirée pour de bon. Donc, est-ce que c'est parce que j'avais peut-être pas été assez prudente? C'est possible aussi parce qu'il y a un moment, une fois qu'on est dans le truc, on sait que tout va bien, on va finir par, zapper en fait ce qui s'est passé, à quel point c'était difficile, puis on retourne dans la vie tranquille. Donc il y a quand même ça à faire attention par contre, là où la musicothérapie est puissante, je trouve, sur l'hyperacousie,
c'est que à chaque fois que j'ai une rechute, je vais pouvoir avoir recours à la musicothérapie pour aider à calmer ça. Ah oui, vous m'aviez parlé aussi de la charte éthique de Sciopi. Je pense que c'est important aussi de poser le cadre pour rassurer. Oui. Comme je disais, quand les gens s'inscrivent, eh bien, ils vont répondre à un questionnaire avec des questions médicales. Donc, ce sont des données qui sont sensibles et bon, déjà, il est important d'apporter toutes les garanties de sécurité nécessaires associées à c'est un cadre réglementé. Donc, il faut en fait notamment qu'on héberge les données sur des hébergeurs de données de santé agréés, ce que nous faisons bien sûr, mais aussi il y a la façon dont, on va dire, on a créé en fait le stockage des données. Il fallait que ce soit robuste pour que, malheureusement, ce que nous a appris la crise Covid, c'est que même si c'est extrêmement triste, il y a quand même des gens qui ont fait du hacking sur des bases de données d'hôpital et qui ont mis en danger potentiellement la vie de patients. Donc, il faut que le système de stockage des données de patients, ah oui, malheureusement, c'était du coup, ils ont demandé, c'était des pirates informatiques qui ont demandé des rançons par rapport à ça. Ah bon? Et ouais, ouais, en mettant en otage des données de santé de patients. Donc, c'était assez crucial. Donc ça vous met en idée qu'effectivement, il faut être très vigilant sur la question de la sécurité des données de santé. Et donc, bon, évidemment, on s'est armé par rapport à ça. Mais plus loin que ça, c'est-à-dire que nous, à Sopi, on a lancé ce projet grâce à un financement d'une fondation et on essaie d'avoir une charte éthique stricte qu'on essaie de respecter pour, pour justement ces données-là. C'est-à-dire qu'on s'est donné cette règle qu'elles ne seront pas revendues à des acteurs privés. Elles seront utilisées pour de la recherche et de la recherche publique et pour les personnes qui travaillent naturellement aussi au sein de l'équipe pour faire avancer cette recherche. Voilà. Ok. Donc, pas effectivement de revente de données, on essaie aussi d'éviter du coup pour l'instant, il n'y a pas de publicité sur Shopee. On n'a pas forcément vu l'intérêt d'en mettre. Peut-être que dans le futur, on sera contraint de le faire pour assurer la pérennité du projet, mais on ne veut pas que ce soit des choses qui soient partielles, on veut que ce soit vraiment dans l'alignement de l'intérêt du patient. On ne veut pas que ce soit quelque chose qui fasse qu'à la fin, on devienne des gens biaisés. Il faut à tout prix que Shopee reste le plus efficace possible, apporter la solution qui est la plus adaptée aux besoins du patient. Enfin, à dire que, voilà, ne pas donner d'avis biaisé, c'est super important. Ok, mais je pense qu'on a vraiment fait le tour, sauf si vous aviez quelque chose à rajouter. Peut-être remercier le fait que si j'en suis là, c'est parce qu'effectivement, j'ai été quand même bien accompagné sur ma route. Voilà, je voudrais remettre un peu de baume, c'est-à-dire que peut-être des patients ont eu des très mauvaises expériences avec des praticiens, avec des ORL. Et ça, j'en suis sûr et je ne pourrais jamais le reprendre, mais il y a aussi des gens qui essayent, côté recherche et aussi côté médecine, d'améliorer les choses et de faire que dans le futur, vraiment, ce problème-là disparaisse ou sinon que ça soit plus efficace ou que la prise en charge soit faite de la meilleure manière possible. Et peut-être que leur voix, on l'entend plus forcément, peut-être que ces médecins-là, ou peut-être tous les patients n'ont pas pu les rencontrer, mais il faut que ça change. Il faut que les patients aient la meilleure prise en charge possible pour leurs besoins. Et voilà, on essaie d'encourager cela au maximum. Je pense aussi que, on va dire que certains ORL, ORL, c'est pas seulement l'oreille, c'est aussi tout ce qui est rhinologique, ça peut être même aussi ce qui concerne les apnées du sommeil. Ils ont un métier où il y a énormément de choses à couvrir, et ils n'ont pas tous le temps de se documenter finalement sur l'ensemble des sujets, ou parfois ils n'ont pas forcément non plus la volonté. Donc, tout le monde, tous les ORL ne peuvent pas être exactement les meilleurs spécialistes des acouphènes, parce que sinon, il n'y aurait pas de meilleurs spécialistes sur les apnées, il n'y aurait pas de meilleurs spécialistes sur les problèmes rhinologiques. Et du coup, voilà, quand on voit un ORL, ce n'est pas forcément celui qui a passé toute son existence à travailler dessus. Après, il y en a, Donc, bon, des ORL spécialisés et dans les... voilà, c'est Donc, ça. faut pas C'est hésiter à ça. aller voir eux. Ouais. Alors, où est-ce qu'ils Bon, peuvent... ils sont souvent très chargés du coup. C'est terrible. Oui, forcément. Forcément, ouais. Bon. Mais voilà, et il faut essayer de faire de sorte du coup que le système soit efficace pour que quand même la meilleure aide soit apportée à l'ensemble des patients. Tout à fait.
Bon, bah, merci pour cette belle conclusion. Je vous en prie. Et puis, Merci pour cet échange. avec grand plaisir, c'était intéressant. Et puis, bah, j'espère que COP va continuer d'aider encore plein de monde comme ça. Merci beaucoup et j'espère pour vous aussi que vous allez pouvoir continuer dans votre activité à en aider beaucoup. Vraiment, c'est le but. C'est le but. Merci. Au revoir, Robin. Au revoir.